Et nous continuons dans Smart Bourse avec à présent un focus plus sur la situation en Europe et plus particulièrement en zone euro avec Evelyne Hermann. Bonjour Evelyne Hermann. Bonjour. Merci. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Vous êtes économiste Europe chez Bank of America. On va regarder un petit peu ensemble du coup la situation en zone euro, ce qui nous amènera évidemment à évoquer le sujet de la Banque Centrale Européenne qui est un sujet d'actualité. Mais avant d'aller spécifiquement sur la stratégie de la Banque Centrale Européenne, chez Bank of America, quels sont vos scénarios économiques pour la zone euro dans le contexte actuel ? Oui, alors, juste pour introduire peut-être, on a tendance à être un peu plus bearish, donc un peu plus pessimiste que le consensus sur la zone euro en règle générale, mais là, on voit vraiment beaucoup d'écart par rapport entre nos prévisions à nous et le consensus économique. Donc, on a probablement un taux de croissance pour cette année au total qui est assez confortable, de 2,7% en moyenne, mais on a une trajectoire à partir de maintenant en termes de rythme trimestriel qui a l'air très vulnérable. D'accord. Donc on a des taux de croissance de à peine au-dessus de 0 pour le T2, le T3, puisqu'on a juste deux phénomènes complètement contraires. On a la réouverture qui nous aidera beaucoup dans des économies fortes en tourisme, et on a l'impact du choc énergétique et la hausse de prix sur les revenus disponibles qui pèsent très lourd dans l'autre direction, qui pèsent notamment lourd sur un pays comme l'Allemagne. Donc du coup, là-dedans, l'impact final, pour nous, ça se verra plus en 2023, où on s'attend à un taux de croissance autour de 1,3% en zone euro, ce qui reste au-dessus de la croissance potentielle, mais nettement moins que ce que le consensus croit encore, vers les 2%. Et pareil en 2024. Donc du coup, ça reste une économie qui, vu qu'on est encore loin des niveaux de tendance de PIB d'avant-crise sanitaire, on se rétablit que très lentement maintenant. Et vraiment, ce qu'on vit comme choc supplémentaire cette année, le choc de la guerre en Ukraine sur les prix énergétiques, sur l'incertitude, ça impacte le scénario de rétablissement de l'économie de façon durable. D'accord. Donc du coup, on s'inquiète beaucoup justement sur cette tendance de croissance réelle, sur cette économie réelle, sur l'avenir, parce qu'elle risquera d'être plus faible qu'attendue encore par le consensus aujourd'hui, et donc du coup avec un écart de production négatif de façon permanente. Donc là, c'est côté croissance. Effectivement, c'est endogène avec ce que je vais raconter sur l'inflation, parce qu'on a des taux d'inflation qui sont très élevés et qui resteront probablement très élevés pendant un bout de temps. Donc on a 7,5 maintenant en moyenne pour l'inflation pour cette année totale, 3,4 en 2023. Là où on est vraiment sceptique, c'est qu'en vue du choc que ça représente sur le revenu disponible des ménages réels, sur les marges de profit des entreprises, est-ce que vraiment ce choc très stagflationnaire, mais finalement exogène de l'inflation, peut vraiment, de façon durable, nous amener dans une trajectoire d'inflation au-dessus de la cible de la BCE? Et nous, on s'inquiète que justement, ça ne sera pas le cas. D'accord. On n'achète pas tout à fait cette histoire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on redescendrait en dessous de 2%? On redescendra en dessous de 2%, actuellement probablement vers la fin de 2023 et surtout en 2024. C'est à ce moment-là que ce déséquilibre entre demande et offre en zone euro deviendra plus prominent, plus dominant dans le développement de l'inflation. Et c'est là le contraste avec les US. Les US, ils sont dans une situation où ils ont plus de demandes que d'offres. En zone euro, on n'y est pas. Donc, du coup, pourtant, on a de l'inflation. On a de l'inflation, mais qui est largement importée pour l'instant. On n'a pas du tout la même inflation salariale. On commence à un point de départ qui est très proche de 2%. Ça va probablement s'améliorer. On espère que ça va s'améliorer plus que vers les 3-4% en fin d'année. Si on n'a pas ça, le choc inflation importée sera encore plus important sur la croissance réelle. Mais ce n'est pas du tout le même déséquilibre qu'on voit aux US. Ce n'est pas du tout la même inflation endogène faite maison qu'on voit en zone euro. Donc en fait, le sujet inflation aujourd'hui pourrait demain être un sujet déflation, si je comprends bien, en 2024. Déflation, c'est loin, mais désinflationniste. Désinflationniste, en tout cas. Voilà, donc du coup, c'est plutôt dans ce sens-là. On n'est pas encore arrivé au point où on peut dire, certainement pas avec certitude, qu'on a entré dans une nouvelle ère d'inflation en zone euro. Là, on en est loin. Alors, il y a un sujet également qui est un sujet banque centrale. Donc, du coup, la BCE va remonter ses taux une première fois en juillet, une deuxième fois en septembre. Et rien que l'annonce, en fait, ça a fait remonter les taux obligataires de tous les pays de la zone euro à des rythmes différents, à tel point que ça inquiète finalement la BCE, donc, qui, la semaine dernière, a annoncé travailler sur un outil anti-fragmentation. Alors, on ne sait pas exactement à quoi il ressemblera. On a effectivement des projections ou certaines personnes qui s'expriment
s'exprime sur le sujet. Je crois que le gouverneur de la Banque de France a donné une interview ce matin où il donnait quelques éléments supplémentaires, mais on ne sait pas exactement à quoi ressemblera l'outil. Moi, j'ai une question simple. Des spreads différents en zone euro, on l'a déjà connu. Pourquoi est-ce que ça inquiète autant la BCE aujourd'hui ? Enfin, ça a inquiété la BCE après les mouvements qu'on a vus depuis la dernière réunion de la politique monétaire, non ? Parce que cette réunion de la politique monétaire était quand même très hawkish à nouveau. Bien sûr. La BCE nous a dit que le strict minimum de ce qu'ils vont livrer en termes de hausse de taux, c'est 125 points de base cette année. On pense que ça sera plus vers les 150 en fin de compte, mais voilà, c'est une banque centrale qui a dit, nous, on est prêt à aller très loin, très rapidement. On veut que les taux soient au niveau neutre, mais on ne vous dit pas trop où est le taux neutre. Il y en a qui croient même qu'on doit aller au-delà de ça. Donc, du coup, il y a beaucoup d'incertitudes, non seulement sur la trajectoire, mais aussi sur le but de la BCE en termes final. Et donc, du coup, on a vu cet écartement, cette hausse des niveaux de rendement et l'écartement des spreads en zone euro qui était très rapide la semaine dernière. Et ça a provoqué quand même un peu d'incertitude au sein de la BCE, donc la réunion d'urgence la semaine dernière. C'est assez surprenant, parce que... tout le monde s'attendait à ce que finalement, il y aura peut-être un problème sur les spreads en zone euro si la BCE va très loin, très rapidement. Une semaine plus tard, la BCE a dû reconnaître ça. Qu'il y avait un problème. Qu'il y avait potentiellement un problème, peut-être pas encore à ce stade-là. C'était peut-être vraiment plus un problème de la vitesse avec laquelle la situation s'est dégradée que le niveau ou la situation dans laquelle on se trouvait, donc mercredi matin avant la réunion. Donc du coup là, on a eu une première réponse de la BCE, un premier OK, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se dégrader très rapidement. Après, qu'est-ce qu'ils ont décidé à faire ? Ils ont décidé vraiment, dans un premier temps, de formaliser la capacité d'utiliser le réinvestissement sur PEP pour intervenir dans certains marchés obligataires si vraiment il y a un écartement des spreads qui va au-delà de ce qu'eux, ils considèrent les fondamentaux. Donc, acheter de la dette de certains pays qui verraient leur taux de rendement aller trop haut. Voilà. Donc, en gros, utiliser ce qui vient à échéance dans les pays core pour potentiellement réinvestir cette partie de PEP dans les pays périphériques. Ça semble être le premier instrument de défense. Notre équipe stratégique croit que c'est entre 45 et 70 milliards que la BCE peut avoir, rien qu'à travers PEP, à court terme 45, un peu plus long terme 70 milliards par an, qui peuvent réallouer donc, comme ça. Après, il reste la question de quand est-ce qu'ils vont effectivement utiliser rien que cet instrument-là. D'accord. Et ça, ils n'ont toujours pas expliqué. Après, il y a ce fameux nouveau programme qui vont probablement présenter au moins en principe dans la réunion de juillet, où effectivement la question se pose, qu'est-ce que la Banque centrale veut avoir ? Qu'est-ce qu'ils ont en tête ? D'après tout ce qu'on a compris, pour l'instant, il y a des contraintes qui sont assez sévères. C'est censé être un programme qui ne gonfle pas le bilan de la BCE. C'est censé être un programme... C'est là où ça pose question. C'est que du coup, si d'un côté, on réduit le bilan, mais que de l'autre, on continue quand même à soutenir un certain nombre d'États, on peut se poser la question de savoir si ça ne va pas quand même gonfler le bilan de la BCE de l'autre côté. Enfin, il y a plutôt la question de ne pas la réduire. Enfin, le sujet donc la BCE a encore beaucoup de potentiel de devenir plus hawkish dans leur communication, en commençant à parler du QT, donc ne plus réinvestir ce qui vient à échéance dans certains programmes d'achat. Voilà, c'est un peu en contradiction avec cette idée d'avoir un nouveau programme où on achète justement les pays membres qui semblent être plus fragiles. Donc ça reste un défi que la BCE doit résoudre. Et c'est donc pour ça qu'on serait peut-être un peu plus sceptique que ce qu'on entend en ce moment beaucoup dans ce nouveau programme. Parce que les détails joueront un rôle très important. Il se peut que la BCE espère qu'en présentant un programme qui, sur papier, a l'air suffisamment puissant, qu'ils ne vont jamais devoir l'utiliser. Après, si on présente un programme qui très clairement transmet le message qu'on ne veut jamais l'utiliser, ça remet en cause, ça peut avoir l'effet inverse. Donc c'est ça un peu le risque, que ça reste une BCE qui semble être très divisée sur leur plan de resserrement de conditions financières, sur leur arbitrage croissance-inflation, sur leur vue sur les fondamentaux et les risques de fragmentation en zone euro. Donc du coup, ça, c'est le risque qui reste avec nous, avec ce nouveau programme. Ça fait partie d'une des hypothèses pour laquelle on croit vraiment, une fois que la BCE aura atteint 1% de taux de dépôt en fin d'année, il y aura quelque chose qui va les forcer de s'arrêter.
Alors, il nous reste très peu de temps. Oui. J'ai envie de vous poser la question quand même. Vous disiez que vous étiez plus bearish effectivement que le consensus de marché. Est-ce qu'un épisode récessif en zone euro, ça fait partie des scénarios que vous avez aujourd'hui ou pas encore? Enfin, le scénario de base, non, parce qu'on D'accord. a justement cette réouverture. Après, il y a l'Allemagne, par exemple, où une récession technique pour le T2 et T3 fait partie de notre scénario principal, mais pas pour la zone euro au total, justement pour ce phénomène de réouverture. Après, il y a un scénario de risque qui est, à mon avis, très sous-estimé par les marchés. C'est justement le scénario de qu'est-ce qui se passe si on arrête les flux d'énergie totalement de la part de Russie. Qui arrêtera, on ne sait pas. Si c'est l'Europe, si la Russie. Mais qu'est-ce qui se passe si on n'a plus de gaz de la Russie? On aura encore une flambée sur les prix de gaz probablement. Si on a un arrêt, une rupture de gaz aujourd'hui, les stocks de gaz qu'on a maintenant ne suffiront pas pour l'hiver prochain. Donc du coup là, une récession technique est quasi inévitable. Si on arrive jusqu'à la fin de l'automne pour ce phénomène-là, peut-être en termes de volume monnaie, ok, on se prend uniquement le choc de prix qui pourrait être assez brutal. Dans les deux scénarios, une récession technique à l'hiver prochain deviendra plus probable. Merci beaucoup Evelyne Herrmann d'être venue partager vos expertises avec nous dans Smart Bourse. Je rappelle que vous êtes économiste Europe chez Bank of America. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous ce soir à 17h dans la grande édition de Smart Bourse.